Bonjour, comme il a dit, je ne vais pas mobiliser votre attention pendant très longtemps, je vais vite laisser place aux intervenants. J'ai été missionné par mes très chers camarades des jeunesses communistes en cette période de lutte sociale, d'attaque envers les droits des travailleurs, de présenter les combats et les mobilisations des jeunesses communistes de Villefranche-sur-Saône, dont je suis membre de l'Union de Ville, du Rhône et de la France entière. Donc, comme dit, j'appartiens à l'Union de Ville de Villefranche-Beaujolais, c'est-à-dire qu'on est des jeunes unis par un idéal de société, d'une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire. Une société en soi plus communiste. Nous sommes préoccupés, nous sommes en première ligne dans les conflits sociaux qui animent actuellement la France. Nous faisons partie de ces jeunes, certains lycéens, certains étudiants, certains jeunes travailleurs, qui descendent dans la rue pour s'opposer au soi-disant nouveau monde de notre cher monarque républicain Emmanuel Ier et de sa clique. À l'élitisme scolaire exacerbé, nous opposons le droit à chacun d'étudier dans des universités libres de sélection. Quand nous voyons le gouvernement casser le code du travail et les services publics, nous affichons notre soutien à nos camarades fonctionnaires, à nos camarades cheminots, à nos camarades infirmiers. En apercevant les frontières se fermer devant les damnés de la terre, ou ceux que maintenant nous appelons réfugiés ou étrangers, et bien quand nous voyons les frontières se fermer devant eux, nous affirmons notre devoir d'hospitalité et de solidarité. Et quand, à un niveau plus local, nous voyons des cinémas se fermer dans notre ville à cause de la politique de Perruque, nous demandons à ce que la culture ne soit pas qu'une simple marchandise destinée à engrosser des complexes sans âme et à faire uniquement du profit. Nous sommes la relève d'une lutte contre l'aliénation, contre l'oppression et contre une démocratie réelle. Wow, ça a sonné. Donc, nous sommes la relève d'une lutte pour l'égalité, d'une lutte pour la liberté, d'une lutte qui a commencé il y a 170 ans, date de la publication du manifeste du Parti communiste. Nous sommes en quelque sorte la jeune garde des pères Marx et Engels. Et qui sait, peut-être que si nous nous groupons, demain, l'international sera le genre humain. Merci d'abord. Bon, ça va être un peu difficile de passer après tout ça. Bon, donc comme je vous le disais, cette année, le débat il est basé sur la question des services publics, du local à l'Europe. On va aborder pas mal de questions. Moi, je vais introduire un petit peu, je vais vous parler plus du local, mais en essayant un petit peu d'imbriquer avec les problématiques de la lutte pour la SNCF, de l'école dans la ruralité. Et je vais élargir un petit peu, je vais démarrer d'ailleurs par quelque chose d'un peu plus large. Oula. Fermeture de classes, disparition de services hospitaliers, suppression de postes. Les services publics subissent la politique d'économie budgétaire mise en place par l'État. La restriction des dotations impacte et menace directement leur présence sur les territoires, notamment dans les régions rurales, et amène parfois des drames. Au niveau de la santé, la ruralité souffre au-delà du service public. Je vais vous parler un petit peu de santé, effectivement. La moyenne nationale des médecins cache ainsi une répartition inégale des spécialistes et des généralistes, y compris interrégionales.
Par ailleurs, les médecins généralistes sont plus présents dans les zones à densité moyenne que dans les zones à densité faible. Là, on y est avec les Morgaux. Ce déséquilibre touche aussi des petites villes, à Villefranche. Moi-même, j'ai eu une expérience pour trouver un médecin quand on arrive. C'est pas quelque chose d'évident. Ce phénomène s'explique par 3 séries de raisons. Tout d'abord, les médecins prenant leur retraite éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un successeur, à cause notamment du numerus clausus. Les jeunes médecins tentent à privilégier des régions dynamiques. C'est un peu difficile de leur en vouloir, vu qu'aujourd'hui c'est quelque chose de libéral. Ensuite, la déconcentration de la politique de santé au niveau des agences régionales de santé et l'application de la loi organique relative aux lois de finances se traduisent mécaniquement par des fermetures d'hôpitaux, réputés coûteux ou peu performants, au profit de grands établissements de santé en milieu urbain. Jusqu'aux premières lois de décentralisation, en 1986, la médecine relevait conjointement de politiques de santé et d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, avec une tendance du politique et de l'administratif à se spécialiser et à segmenter les grands dossiers de l'action publique, la médecine est passée tout naturellement sous le giron des seules politiques de santé, avec l'impératif de devenir rentable. Alors, est-ce qu'un service public doit être rentable? Je pense qu'ici, à mon avis, on est tous d'accord pour dire non, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Si le nombre total de médecins n'a jamais été aussi important, le nombre de médecins généralistes, lui, continue de diminuer, et leur répartition sur le territoire est de plus en plus inégale. À cela s'ajoute la fermeture des hôpitaux de proximité qui aggrave la situation. De plus, le système de médecine libérale, avec la liberté d'installation et la rémunération à l'acte, est arrivé à bout de course et ne permet pas de répondre aux besoins de la population et aux aspirations des jeunes médecins qui privilégient de plus en plus le salariat et les activités mixtes. Pour lutter efficacement contre les déserts médicaux, il nous faut développer, et c'est la CGT qui le propose, un réseau de centres de santé rattachés à des hôpitaux de proximité, avec des médecins et des personnels salariés. Ces structures auraient la mission d'assurer la permanence de soins, ce qui éviterait un recours par défaut aux urgences, par les patients qui ne trouvent pas d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, quand on habite dans la ruralité, à part appeler le 15 ou le 18, on n'a pas trop de solutions. Donc, une juste répartition des ressources humaines sur les territoires suppose de prendre en considération les caractéristiques propres aux populations rurales, notamment du fort taux de pauvreté et du caractère informel du travail. Ceci signifie passer de la charité au droit, offrir au personnel de santé des conditions de travail décentes qui améliorent leur productivité et réduire les paiements directs des patients via la fin des dépassements d'honoraires et la généralisation du tiers payant. Le développement des systèmes de santé et de protection sociale en est aussi une condition préalable. C'est une autre vision de la société où l'éducation et la création d'emplois décents font également partie des solutions pour réduire les inégalités d'accès à la santé. Cependant, effectivement, la santé n'est pas le seul domaine touché par le raisonnement financier. L'éducation, la justice, la sécurité sociale, tous sont menacés de disparition et de restructuration. Ce phénomène de désertification des services publics n'est pas une chimère. Elle est la conséquence directe de la politique mise en place par l'État depuis une vingtaine d'années. Les premières populations concernées seront les habitants en milieu rural. Les solutions de rechange telles que les RSP, alors relais services publics, structures d'accueil polyvalentes censées offrir des prestations publiques, ne remplacent en rien la qualité de ces services. L'État propose désormais à ses citoyens un service public au rabais, dans des territoires ruraux où son existence est directement menacée. Au niveau des transports, là on est en plein dedans. En suivant les préconisations du rapport de février 2018 Spinetta, qui avait commandé l'exécutif pour refonder la SNCF, le gouvernement envisage le passage du statut d'EPIC, donc je pense qu'avec Maud on va peut-être reparler du statut d'EPIC. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'établissement public à caractère industriel et commercial, donc c'est EDF, c'est la SNCF, etc. Donc, dans l'EPIC où l'État est propriétaire, de passer de l'EPIC à celui de la Société nationale à capitaux publics, où l'État est actionnaire. Et ça, fondamentalement, c'est grave. Ce faisant, ils mettent tout en place, quoi qu'ils s'en défendent, pour ouvrir le capital et privatiser la SNCF à court terme. L'urgence de réformer la SNCF sous prétexte de déficit insoutenable cache mal la volonté de livrer clé en main l'entreprise publique à la concurrence privée. Alors, comme le dit l'adage,
qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Et il a donc fallu tout d'abord affaiblir le service rendu, ce à quoi se sont attelés les différents gouvernements depuis des années. Le dernier exemple en date est la mise en service du tronçon de ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Donc il s'agit là d'un partenariat privé-public avec comme principale caractéristique des montages financiers où les risques sont publics et les recettes privées. Évidemment, il y avait un loup, on l'a trouvé. Cette privatisation octroie donc la gestion du bien construit durant plusieurs décennies en échange d'un loyer payé par le partenaire public. Mais le plus incroyable, c'est que le privé est assuré de toucher la totalité des péages que les trains circulent ou non, alors que 71% des financements sont publics. Des péages qui atteindront 50% du prix du billet, contre 37% pour les lignes de train à grande vitesse, 100% public, avec comme résultat immédiat de nouvelles pertes financières pour l'opérateur public SNCF, et qui ne manquera pas de les répercuter sur nous les usagers. Le rôle de la SNCF comme service public est durement remis en cause, avec le danger de délaisser les trains régionaux, et donc de mettre fin à l'égalité de traitement, quel que soit notre lieu d'habitation. Donc encore une fois, ici, dans le Beaujolais, on est touché, qui implique effectivement un large maillage territorial. L'ouverture à la concurrence ne réglera pas l'obligation faite par l'État à la ne réglera pas les problèmes réels du déficit de la SNCF, dû en grande partie à l'obligation faite par l'État à la SNCF de développer la recherche et d'investir dans le TGV et les LGV, au détriment des trains express régionaux et des trains d'équilibre du territoire. Par ailleurs, cela signifiera à coup sûr l'abaissement du niveau de qualité de service, la fermeture de lignes jugées non rentables et la mise sur les routes de centaines d'autocars ou le développement du tout-voiture. D'ailleurs, Macron il a déjà démarré avec ses bus qui, soit dit en passant, se sont déjà cassés la figure. Dans les cas extrêmes, certaines régions pourraient voir leur offre de transport ferroviaire disparaître. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont 27 400 cheminots qui concourent directement à la circulation des TER partout en France. C'est 7 000 TER qui circulent chaque jour sur les territoires et plus de 95 000 voyageurs qui utilisent les TER au quotidien. Donc il s'agit là d'une bataille majeure à mener et à gagner avec nous, les usagers. Ce n'est pas les cheminots seuls qui y arriveront. Non pas pour préserver un précaré de ceux qu'on détermine comme des privilégiés, bien qu'ils ne le sont pas, bien au contraire, mais pour empêcher un désastre futur. Donc les cheminots et les usagers de la SNCF ne sont pas les seuls à devoir lutter, parce que depuis des mois, enseignants, parents et élus se mobilisent aussi pour sauver les écoles rurales de la fermeture. Donc pour dédoubler sans moyens supplémentaires les CP et les CE1 en éducation prioritaire, le ministère ferme des classes en maternelle et dans les zones rurales, arguant d'effectifs moins élevés, forcément, mais pas les moyens, il y a moins d'effectifs. Au-delà de l'école rurale, c'est le caractère national du service public d'éducation qui est en jeu. En opposant école rurale et éducation prioritaire, village et banlieue, le gouvernement s'inscrit dans la continuité d'une politique de territorialisation de l'éducation qui articule désengagement de l'État, développement du marché scolaire et mise en concurrence des territoires, dont les conséquences sont sensibles bien au-delà de l'école, parce que les services publics, quand ils disparaissent, c'est toute la vie d'un village ou d'une ville qui s'en va. Donc petit retour en arrière, en 1833, c'est pas d'aujourd'hui, la loi Guizot fait obligation à chaque commune de France d'entretenir une école primaire et un instituteur. Historiquement, l'école de la République s'est identifiée à l'école rurale, et la démocratisation de l'accès au savoir est passée par une politique de maillage territorial. Ce modèle a dû évoluer sous la pression conjointe de la baisse des effectifs, liée au faible dynamisme démographique et économique de certaines régions, et des politiques de baisse des dépenses publiques, subies aussi bien par le service public d'éducation nationale que par les communes elles-mêmes. D'ailleurs, à Villefranche, 500 000 € en moins pour la commune, c'est des emplois qui vont sauter. Nos élus le savent bien à Villefranche. Les collectivités locales ont cependant recherché à préserver le tissu scolaire local, dans la mesure où la présence d'une école est essentielle à la vie d'une commune et à son attractivité. Depuis les années 70, se sont ainsi mis en place des réseaux d'écoles permettant de mutualiser les effectifs et les moyens, tout en conservant l'ensemble des établissements, mais rendant nécessaire d'importants investissements dans les transports et la restauration scolaire. Depuis une dizaine d'années, attaqués par des politiques visant à imposer la concentration scolaire et la raréfaction des établissements, en 10 ans, c'est 1700 écoles à classe unique qui ont fermé, soit près d'un tiers du total. Les regroupements d'écoles sur un site unique sont encouragés. Et plus récemment, la politique socialiste de rapprochement école-collège regroupant CM2 et 6e dans un même cycle a été le prétexte
le prétexte à l'instauration de cités scolaires regroupant écoles et collèges. La casse du tissu scolaire fait disparaître les pratiques spécifiques, pratiques pédagogiques liées à la classe unique, relation privilégiée entre l'école et les familles. Au niveau rural, le rapport à l'éducation est différent quand c'est des grands centres scolaires en ville. Donc, patrimoine de l'école rurale. Ces mesures sont imposées par le biais de conventions passées entre l'éducation nationale et les élus d'un département ou d'un groupement de communes qui extrait les politiques éducatives du cadre national. Donc, ça veut dire que, vu qu'on dissocie entre le local et le national, on n'a pas forcément le même service qui va être rendu en fonction de là où on se situe. Les communes sont ainsi incitées à regrouper primaire et maternelle dans un établissement unique, sous la responsabilité du maire, qui gérerait les effectifs enseignants. Donc effectivement, s'il y a moins de moyens, enfin je veux dire, on est toujours dans la même logique, s'il y a moins de moyens, il y a moins d'enseignants, donc les écoles disparaissent. Dans un contexte de pénurie, ces quelques postes d'enseignants supplémentaires permettent d'imposer une restructuration du tissu scolaire local et une transformation de l'école rurale. On le voit, les enjeux de cette restructuration du tissu scolaire rural dépassent les questions budgétaires qui permettent surtout de les imposer. Premier enjeu, l'extension du marché contre les services publics, et donc l'isolement des citoyens consommateurs et la destruction de tous les cadres collectifs construisant du commun. Pour l'école, comme pour la poste ou la santé, le désengagement de l'État ouvre la voie au développement d'entreprises privées. Pire, les communes elles-mêmes, pour répondre aux aspirations des populations, sont poussées à se substituer à l'État ou à recourir au privé et ainsi jouer le jeu de la casse des services publics nationaux et de la mise en concurrence des territoires. Dernière mesure en date, l'instruction obligatoire à partir de 3 ans va contraindre les communes à subventionner les maternelles privées et à salarier les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles aux dépens d'autres missions. Deuxième enjeu, celui du partage des savoirs. Les savoirs complexes jouent un rôle de plus en plus important dans notre société et les politiques libérales actuelles visent à empêcher leur appropriation collective en construisant une école inégalitaire qui divise. Dans les zones rurales, la concentration scolaire et la raréfaction des écoles accroissent les inégalités dans les zones Dans les zones urbaines, la différenciation de plus en plus nette et assumée des formes et des contenus d'éducation prioritaires est un autre vecteur d'inégalité. La bataille pour l'école rurale n'est donc pas une bataille de l'école et du rural contre les cités. C'est une bataille pour l'égalité au sein d'un grand service public national. Il ne s'agit pas là d'une nostalgie de l'école de jadis. Face au défi de la place croissante des savoirs, nous avons besoin d'une nouvelle phase de démocratisation scolaire pour une élévation continue du niveau de connaissance et de qualification et donc d'une transformation en profondeur de l'école. Troisième enjeu, institutionnel et démocratique. Ces politiques visent à imposer une gestion de plus en plus autoritaire des territoires, extraite de la solidarité nationale et opposée les uns aux autres. La réforme des rythmes scolaires récemment, en contraignant les communes à mettre en place rapidement les activités périscolaires, les a obligés à se regrouper pour mutualiser les moyens, créant des structures nouvelles et éloignant ainsi les lieux de décision des citoyens. De même, les regroupements d'établissements créent des besoins nouveaux en termes de transport scolaire et de structures nouvelles pour les gérer, en dehors des institutions démocratiques. Face au démantèlement de ce tissu scolaire, il est urgent de défendre nos écoles rurales et les pratiques spécifiques qui s'y développent. Mais pour réussir, ces luttes doivent répondre aux défis nouveaux posés à la ruralité, comme à l'ensemble du pays. Obtenir le réengagement de l'État dans un service public national renforcé. Par exemple, en revendiquant, comme le font les parlementaires communistes, la gratuité des transports scolaires. Revendiquer une éducation ambitieuse, reconnue par un baccalauréat national garantissant à tous l'accès aux études supérieures. Inventer des nouvelles formes de coopération entre l'État et les collectivités locales, impliquant pleinement les citoyens et les citoyennes dans les décisions qui engagent leur avenir. Le développement de batailles pour l'école rurale ne peut donc déboucher sur la construction d'un projet de société, articulant le développement des services publics nationaux au service de l'égalité, la prise de pouvoir par les citoyens et la maîtrise des savoirs comme condition de cette prise de pouvoir. Les jeunes ruraux ne font pas ou peu l'objet de politiques publiques spécifiques, du moins à l'échelle nationale. Les initiatives culturelles voient toujours les jeunes ruraux comme globalement en marge ou à la traîne culturelle de ceux des villes. On peut rappeler à l'origine ambiguë en 1964 de l'éducation socio-culturelle dans les lycées agricoles. Il s'agissait certes de donner un prolongement institutionnel à ces actions d'éducation socio-culturelle et dans les acteurs à construire leur sens, mais aussi de compenser ce qui était perçu comme une arriération culturelle. Il conviendra de voir si aujourd'hui encore, à l'appui des festivals de culture jeune dans les territoires ruraux, n'obéit pas la même logique.
Malgré tout, l'élection présidentielle, comme tous les ouvrages retentissants de démographes ou de géographes tels que La France périphérique ou Le Mystère français, attire l'attention des pouvoirs publics et des médias sur les zones de relégation sociale à la périphérie des villes. On semble redécouvrir le rural et ses jeunes, les territoires ruraux, la montée concomitante du vote jeune pour l'extrême droite. Il n'en demeure pas moins qu'une fois passées ces controverses et leurs effets par trop spectaculaires, la question des territoires ruraux et des jeunes qui y vivent est bien souvent annexée, voire oubliée, au profit des débats autour du développement urbain. La très récente mise en œuvre des contrats de ruralité par les pouvoirs publics, en 2016, au nom d'une égalité territoriale, pourrait pondérer cette vision pessimiste de l'avenir des territoires ruraux si elle ne se faisait pas dans un contexte là aussi de proximité avec les échéances présidentielles et surtout dans une référence permanente avec les contrats de ville. J'espère que je ne vous ai pas endormi, j'étais un petit peu long. Après, ce qui est délicat, c'est que la question des services publics dans leur globalité, c'est quand même un sujet qui est assez costaud. Je vais maintenant passer la parole à Maude, qui est, comme je le disais, secrétaire général du syndicat Énergie Lyon, et qui va aussi nous parler des services publics, mais plutôt nationalement.